Merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Tu sais, comme toute l'amitié que j'ai pour toi et aussi toute l'admiration pour tout ce que tu portes comme initiative. Et Respect Océan est vraiment très heureux de faire partie de ton initiative Océan bien commun, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais il y a tellement d'autres choses aussi que tu as lancées et c'est vraiment une grande fierté de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc avant de te laisser la parole, quelques mots simplement pour Respect Océan, pour ceux qui ne connaissent pas l'association. Respect Océan est donc un réseau que j'ai initié en 2013 et qui est devenu une association à part entière depuis septembre 2018. L'idée et notre volonté, c'est vraiment de promouvoir, mettre en avant des acteurs économiques engagés sur une économie durable autour de la mer en protection de l'océan et ses écosystèmes. Et nous voulons affirmer, par Respect Océan, le rôle fondamental et moteur des entreprises en matière de protection de l'océan. Les entreprises sont capables de porter des innovations, des solutions, de s'engager et mettre en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur l'océan. Et nous souhaitons être porte-parole finalement de ces bonnes pratiques et initiatives heureuses pour l'océan. Après 1 an et demi d'existence officielle, nous comptons plus de 50 adhérents aujourd'hui d'entreprises et nous mettons en place un programme d'action, d'intervention en faveur de la promotion des bonnes pratiques, en lien avec aussi les objectifs du développement durable des Nations Unies qui sont vraiment importants dans les temps difficiles que l'on vit aujourd'hui. Nous sommes signataires de l'appel pour un océan bien commun de l'humanité dont Catherine va nous parler aujourd'hui. Et Catherine a été aussi à nos côtés dès le début. On a beaucoup parlé ensemble au moment de la création de Respect Océan. Donc nous sommes très fiers de l'avoir aussi comme ambassadrice. Donc maintenant, je vais te laisser la parole, Catherine. Te remercier encore une fois de ta présence. Merci à vous tous. Écoutez-la bien et surtout soutenons Catherine dans son initiative L'océan bien commun de l'humanité. À bientôt. Oui, merci Aurélie, merci Raphaëla, merci vraiment à toutes les deux. Aurélie, c'est une superbe initiative d'avoir lancé ces webinaires, je ne sais pas très bien, ces webconférences, je ne sais pas comment il faut les appeler. Et je suis très fière de pouvoir en faire partie. Tu me donnes l'opportunité de présenter Océan bien commun de l'humanité. Merci Raphaëla, parce qu'effectivement, je te retourne, j'ai aussi cette même admiration, cette même amitié pour toi. Quand tu as achevé d'accomplir toutes tes traversées en planche, tu avais, comme moi, l'ambition de valoriser les solutions. C'est vraiment une chose qui nous rapproche, mettre en lumière les bonnes pratiques, les acteurs. Et on s'est vraiment retrouvés autour de cette idée-là. Et je trouve qu'avec Respect Océan, vous faites un travail absolument remarquable. Quand je vois la vitesse à laquelle les adhérents de Respect Océan se multiplient, le réseau se tisse, je trouve que… Et j'imagine aussi que c'est beaucoup d'énergie, donc bravo vraiment à toutes les deux. Alors moi je vais… Donc bonjour à tous aussi et à toutes. C'est un peu particulier quand même de se parler comme ça dans le vide, mais je sais que vous êtes derrière mon écran et au bout de la ligne. Peut-être essayer de faire un peu moins long qu'une demi-heure. Je voudrais vraiment pouvoir laisser la place aux échanges et aux questions. Je vais vous revenir sur l'origine de cette initiative que je ne porte pas toute seule. J'évoquerai également le démarrage en juin 2018 avec les skippers de la classe IMOCA, les skippers du Vendée Globe. Je déroulerai un petit peu le contenu de cet appel pour l'océan bien commun de l'humanité parce qu'il y a un texte qu'on a mis quelques semaines à mettre au point et qui dit beaucoup de choses, qui dit tout et que j'illustrerai. Et puis, je reviendrai un petit peu sur notre mobilisation aujourd'hui. Il y a avec moi sur cette initiative pas mal de monde qui se mobilise. Je vous expliquerai comme quoi on se mobilise à la fois sur un axe qu'on dit de mobilisation politique, enfin des décideurs, pour que cette notion de bien commun soit reconnue au niveau des Nations Unies. Et puis, on a aussi toute une équipe qui se mobilise pour sensibiliser, mobiliser la société civile. Je sais que certains d'entre eux de l'équipe sont à l'écoute, alors je les salue.
Et voilà. Et puis, bien évidemment, je répondrai très, très volontiers à vos questions. Alors, rapidement sur l'origine de l'histoire. Je reviens un petit peu en arrière. En 2013, j'étais membre du Conseil économique, social, environnemental et nous avions organisé une conférence sur la gouvernance de la haute mer. Cette institution, le CESE, est la troisième chambre de notre pays. Et déjà, plusieurs personnes se mobilisaient pour que la haute mer, vous savez, cet espace, l'océan, c'est 71% de la surface de la planète. Mais depuis la convention de Montego Bay, signée en 82 et ratifiée en 94, on a créé des frontières, on a créé des frontières artificielles. Hein. On a créé donc les zones économiques exclusives qui permettent du reste à la France d'avoir des droits souverains sur quelques 11 millions de kilomètres carrés de mer, quand dans le même temps, elle est souveraine sur 675 000 kilomètres carrés de terre. Donc, c'est absolument, cette convention internationale des droits de la mer, du droit de la mer a donné véritablement beaucoup d'opportunités aux États. Et en même temps, donc, à ce moment-là, elle a, on va dire, pour résumer, qu'il y avait deux grands principes qui prévalaient sur le droit de la mer, qui prévaut depuis. C'est le principe donc de responsabilité, de droit souverain des États dans la zone économique exclusive et de liberté de navigation dans la haute mer. Or, la haute mer n'a pas de... L'eau dans cet espace, au-delà des zones sous juridiction, n'a pas de statut juridique. Il y a un statut juridique qui est donné au fonds marin, qui est celui de patrimoine commun de l'humanité, qui a distingué du patrimoine du bien commun. Et voilà, donc on s'est dit à ce moment-là, eh bien, dans la mesure où on commence à découvrir beaucoup de ressources, beaucoup de richesses de la biodiversité en haute mer, déjà à ce moment-là, et bien avant moi du reste, des gens ont dit mais il faut donner un statut, créer un instrument juridique pour la haute mer. Nous avons organisé une conférence internationale et à l'époque j'avais avec Romain Troublé, qu'on voit sur la photo en bas à droite, hein, qui est directeur, délégué général de Tara Océan, et puis déjà Surfrider, déjà la Marine nationale, les pêcheurs, l'Institut océanographique Paul Ricard et bien d'autres, et puis des scientifiques, hein, Françoise Gaille dès le départ, qui est océanographe. Nous avions monté un comité de pilotage et organisé cette conférence sur la gouvernance internationale de l'océan. Et nous avions déjà lancé un appel, l'appel pour la haute mer. Et puis en rédigeant cet appel, on cherchait un petit peu comment frapper fort. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais vous devriez parler de l'océan comme d'un bien commun. Alors cette notion-là, je ne la connaissais pas vraiment. Et effectivement, nous avons parlé de l'océan comme bien commun parce que, m'expliquait-elle, un bien commun, finalement, c'est une chose qui n'appartient à personne en particulier, qui nous appartient à tous en général. Et en fait, nous en sommes tous responsables à titre individuel et collectif. Et alors, pour moi, ça a tout de suite trouvé beaucoup d'écho parce que ce sentiment de responsabilité individuelle et collectif, c'est un sentiment que j'ai ressenti très, très fort quand, traversant l'Atlantique en solitaire pour la première fois en 91, à l'occasion de la Mini Transat, je me suis retrouvée en plein milieu de l'océan avec des plastiques, des bouteilles plastiques, des pains de polystyrène autour de moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais comment... je ne me suis pas retournée sur mon petit bateau de 6,50 m en me demandant où sont les affreux pollueurs. Je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement? Cette mini transat, du reste, Raphaëlla, que tu as couru aussi quelques années plus tard. Et donc, c'est un concept qui me parlait beaucoup, qu'on a repris dans un texte sur lequel nous avons travaillé, sur un rapport et un avis dont j'ai été rapporteur à l'époque au CESE. Et puis, l'Institut français de la mer, alors je ne sais pas si Audrey Blier, qui préside cet institut, m'entend aujourd'hui, ou Jean-Louis Fillon, ils ont repris, ils travaillaient déjà sur la gouvernance de l'océan, ils ont organisé
un groupe de travail et également des séminaires sur cette réflexion. Est-ce que l'océan comme un bien commun, est-ce une utopie? Et donc, c'est un sujet qui était véritablement déjà dans l'air. Et puis, le temps a passé. Moi, en 2016-2017, j'étais déléguée à la mer ou au littoral au ministère de l'écologie. J'ai quitté ces fonctions fin 2017. Je suis repartie traverser l'Atlantique pour voilà, une opportunité, le bonheur de retrouver la mer. Et en mer, je me suis dit, mais comment poursuivre mon engagement? Ça fait longtemps qu'avec bien d'autres, je me mobilise pour l'océan, pour sa préservation, que je veux montrer des solutions, etc. Et puis, j'avais aussi conscience que les associations qui œuvrent sont très nombreuses et voilà, qu'on est nombreux à se mobiliser, mais qu'il y avait quelque chose qui nous fédérait. C'est cette notion possible à promouvoir que l'océan est un bien commun de l'humanité. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut promouvoir. Et au retour de cette traversée, j'ai réuni quelques experts, donc Eudes Réblier, Jean Le Fillon que j'ai cité, Françoise Gaille, notre ambassadeur chargé des océans, Serge Segura, qui œuvre beaucoup au Quai d'Orsay pour porter la voix de la France sur ces questions-là. Et puis également Julien Rochette de l'IDRI qui pilotait depuis de longue date un groupe informel de réflexion justement sur la gouvernance de l'océan et notamment sur la gouvernance de la haute mer. Et moi, je revendique de ne pas être une experte. Hein. Moi, je suis plutôt un témoin. Et à ce moment-là, mon ambition, c'était plutôt de proposer, de rédiger un ouvrage pour promouvoir cette notion. Et puis c'est Eudes Réblier qui a eu l'idée de l'appel, qui nous a dit mais pourquoi ne pas lancer un appel? Alors Eudes est président de l'Institut français de la mer, c'est un ancien armateur qui a présidé Armateurs de France. Et on s'est retrouvés tous les deux autour, enfin même tous autour de cette notion. Et nous avons rédigé cet appel que nous avons lancé le 8 juin 2018 avec le soutien des skippers de la classe IMOCA. En haut à gauche, là, vous avez une photo qui a été prise au Yacht Club de Monaco parce que c'est amusant ce qui s'est passé le 8 juin. Vous savez, c'est la journée mondiale de l'océan. Et à ce moment-là, le jeune homme qu'on voit tenant un micro en haut à gauche et puis un peu déformé en bas à droite, c'est Paul Mélia. Paul, alors qu'on était en train de rédiger l'appel, m'appelle et puis me dit, Catherine, tu vois, tous les skippers, nous sommes tous ambassadeurs ou nombreux d'entre nous sont ambassadeurs d'ONG, etc. Par exemple, Paul est l'ambassadeur de Surfrider, Vincent Rioux est ambassadeur de WWF, etc. Enfin, ils sont nombreux. Alexia Bariguet aussi mène des actions de mobilisation, de sensibilisation. Boris Herrmann, qui est allemand, c'est lui qui a embarqué du reste Greta Thunberg l'année dernière pour l'emmener à New York. Boris a équipé son navire de capteurs océanographiques. On a Fabrice Amédéo aussi qui est très très mobilisé. Et donc, il cherchait une notion, un thème qui fédère un petit peu, qui les fédère, parce qu'ils avaient l'impression d'être un peu en concurrence, alors que finalement, tout se vrai aller dans le même sens, etc. Le gros avantage des skippers, c'est qu'ils ont une forte notoriété, une forte visibilité médiatique. Et voilà, donc ensemble, on s'est dit que ce serait formidable que ce soit avec eux qu'on lance cet appel. Et du coup, alors s'en est suivi avec le soutien des skippers, le soutien de la Route du Rhum, où nous avons, et de OC Sport, du journal Le Télégramme, etc. On avait un stand, on a des bénévoles qui nous ont aidés, c'était au mois de novembre donc 2018, qui nous ont aidés à faire signer cet appel qu'on peut trouver sur oceanascommon.org. Et puis nous avons également organisé une conférence et du reste sur les initiatives qui ont suivi. À chaque fois, on organisait des conférences, à la fois pour expliquer notre démarche, mais aussi pour mettre en lumière des acteurs
qui regarde l'océan comme un bien commun et du reste respecte l'océan, est venu présenter plusieurs de ses adhérents et des solutions portées par ses adhérents. Ça, c'était donc en juin, juin 2000. On a d'ailleurs sur cette photo en haut à gauche tout un tas d'acteurs qui nous avaient rejoints, de skippers de la route du Rhum, qui à tous on remettait ce pavillon Océan bien commun de l'humanité. Et puis, alors je vous passe, on a d'autres courses qui nous ont suivis, comme la Solitaire du Figaro, le Grand Prix Guyadère à Douarnenez. Et puis, nous étions également présents à la mer XXL, cet événement que forcément vous connaissez à Nantes. Et nous occupions un stand. D'ailleurs, sur ma photo, on aperçoit un petit peu à droite le pavillon de Respect Océan. Nous avions mutualisé avec une association locale, avec Surfrider, Respect Océan, et d'autres encore, les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises. Nous avions mutualisé cet espace. Voilà. Alors, je reviendrai sur cette mobilisation, mais je voudrais m'arrêter un petit peu sur le contenu de notre appel. L'appel de l'océan bien commun de l'humanité, il dit d'abord une chose, que l'océan est un, global et continu. Pour l'illustrer, on dit toujours les océans, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Et c'est bien illustré par cette image de la circulation thermo-haline. Hein, c'est le moteur de la circulation de l'océan dans la mer, c'est à la fois la température et la salinité. Et donc, notre texte dit le grand courant qui le parcourt, tantôt en surface où il se réchauffe, tantôt en profondeur où il se refroidit, unit tous ces espaces. En 1000 ans, une goutte d'eau fait le tour du monde. L'océan est un trésor pour l'humanité. Grâce à sa dynamique et à ses échanges avec l'air, il séquestre le carbone, fournit la moitié de l'oxygène de l'atmosphère et régule le climat. J'ai mis là une illustration, j'espère qu'elle est bien visible sur vos écrans, qui illustre le cycle du carbone dans l'océan, l'océan qui absorbe le CO2 de l'atmosphère et capte le carbone et rejette l'oxygène, si on schématise. Bon, je crois qu'on a affaire, je crois que ceux qui m'écoutent, que vous êtes un public d'initiés, donc je ne vais peut-être pas aller dans le détail pour expliquer tout ça, mais malgré tout, j'ai conservé les illustrations, mais je ne vais pas m'étendre dessus, que l'océan, c'est aussi grâce au cycle de l'eau, il regorge, il contient 97,3% des réserves d'eau, des réserves hydriques de la Terre, ce qui est absolument colossal. Je poursuis le texte. La richesse de sa biodiversité, le foisonnement de la vie qu'il abrite, nous nourrissent et protègent nos côtes. J'ai mis quelques écosystèmes particulièrement riches à la surface, non pas à la surface de la planète, puisque c'est en mer. Il y en a un qui m'occupe pas mal en ce moment, c'est celui qui est en bas à gauche, les mangroves. Parce qu'au Parlement européen, je suis membre de 3 commissions, commission environnement, commission pêche, mais également la commission développement qui s'occupe des relations de l'Union européenne avec les pays en développement. Et voilà, j'essaie de promouvoir aujourd'hui, comme d'autres, cette idée qu'il faut absolument préserver, restaurer les mangroves, qu'elles sont non seulement des écosystèmes très riches et tout à fait essentiels pour les populations locales, mais qu'en plus, elles font partie de ces puits de carbone absolument essentiels dans la lutte que nous menons pour la réduction des taux de CO2 dans l'atmosphère. Je poursuis le texte qui dit « Chaque jour davantage, nous bénéficions de son énergie, de ses matériaux, des médicaments que nous y découvrons. » Je n'ai pas tout illustré, j'ai mis quelques énergies marines. Vous reconnaîtrez en haut à gauche le barrage de la Rance, l'usine marémotrice de la Rance. En bas à droite, c'est un système de récupération de l'énergie. C'est l'énergie cinétique de la mer. C'est-à-dire que quand cette plateforme va être en mer, les mouvements de l'eau à l'intérieur, bien évidemment, produisent de l'énergie, etc. Bon, je ne suis pas allée dans le détail de tout ce qu'évoque le texte de l'appel. Et l'appel dit aussi, depuis toujours, il relie les hommes, les humains, et permet la quasi-totalité des échanges de marchandises. Alors, je pense que là aussi, vous connaissez certainement Marine Trafic,
qui permet de suivre en direct les mouvements des navires en mer partout à travers la planète. Ça, c'est pris à un instant T. Je trouve que c'est toujours assez impressionnant, surtout quand on zoome à certains endroits. De temps en temps, ça m'arrive d'y aller en ce moment pour regarder un petit peu le trafic maritime, parce qu'il doit être vraiment réduit avec la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a encore des navires qui circulent. Le texte de l'appel nous dit aussi: l'océan nous émerveille et nous fait rêver. L'océan, avenir de l'humanité, est menacé. Nous le saturons de déchets, de plastique, d'eau polluée et de gaz carbonique. Aujourd'hui, nous pillons ces poissons et détruisons ces habitats. Ce sont quelques-uns des impacts que j'illustre ici: marée noire, blanchissement des coraux, fonte de l'Arctique, les pollutions des déchets. Demain, ferons-nous de même avec ces ressources génétiques et minérales? Objet de toutes les convoitises et de compétitions effrénées, l'océan sera-t-il la cause et le théâtre de prochains conflits armés? Et là, c'est une illustration de l'Arctique et l'Arctique, le nouvel Eldorado des hydrocarbures, et nouvelle route de la soie. Pour la petite histoire, comme parlementaire européen, on peut déposer des questions écrites à la Commission sur un sujet. J'ai déposé une question sur la nouvelle route de la soie pour savoir comment l'Union européenne avait l'intention de répondre à ce volontarisme, on va dire, des Chinois sur les nouvelles routes vers l'Europe, et puis ces nouvelles routes de la soie qui, de mon point de vue, je trouve un peu inquiétantes. Voilà, je viens juste d'avoir le retour pour dire que l'Union européenne se préoccupe effectivement de ce sujet. Les ressources et l'océan, un Eldorado. J'ai mis cette carte qui représente les ressources minérales qu'on a identifiées dans les fonds sous-marins, que ce soit le long des dorsales océaniques ou dans les plaines abyssales, les plaines où on trouve les champs de nodules polymétalliques. Et là encore, je ne m'étends pas, mais je pourrais répondre à des questions si j'en ai la compétence tout à l'heure. L'océan est la responsabilité de tous. Les accords internationaux de la deuxième moitié du XXe siècle ont défini un cadre nécessaire et longtemps considéré comme suffisant pour la bonne gestion de l'océan. C'est cette carte des zones économiques exclusives à travers le monde, et notamment française. Voilà. Mais il est urgent d'aller plus loin et de construire ensemble une nouvelle approche qui place la responsabilité collective au-dessus des principes de liberté et d'appropriation. Là, c'est la carte du parc marin de la mer d'Iroise que j'ai mise, parce que pour moi, les aires marines protégées sont un modèle de gouvernance partagée pour le développement durable de la mer et du littoral qui est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et je trouve que alors la problématique qu'il pose, c'est que ça suppose d'avoir des zones de protection renforcées, c'est ce dont on s'aperçoit aujourd'hui. Mais en général, dans les parcs marins, on peut poursuivre les activités. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on met tous les acteurs autour de la table et qu'ensemble, ils définissent les priorités de connaissance, de préservation, et ils mettent en œuvre les conditions d'un développement durable de l'espace. J'ai mis également, pour illustrer, ces deux cartes du ministère de l'écologie sur la planification des espaces maritimes, parce que je pense que organiser l'espace fait aussi partie des solutions à promouvoir pour gérer plus durablement cet océan qui est un bien commun de l'humanité. Donc à la fin du texte, nous disons: l'accord de Paris sur le climat, dans son préambule, encourage tous les États à veiller à l'intégrité de l'océan en tant qu'écosystème en vue de la protection de sa vaste biodiversité, alors que les Nations Unies s'apprêtent à compléter le statut de la haute mer en vue de mieux la protéger et d'utiliser durablement ses ressources. Nous, signataires du présent appel, considérons que l'intégralité de l'océan est menacée et demanderons instamment que tous les espaces marins, côtiers comme hauturiers soient considérés comme le bien commun de l'humanité. Alors, notre mission aujourd'hui a vraiment deux axes: mobiliser les décideurs. Avec cette ambition, cette utopie peut-être, ce rêve ultime que l'océan soit reconnu comme un bien commun au niveau des Nations Unies. Donc,
même pourquoi pas d'illustrer, d'installer une nouvelle gouvernance de l'océan au niveau international, et qui donc placerait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la responsabilité la responsabilité au-dessus des principes de liberté et de droits souverains. Et puis le deuxième axe, c'est mobiliser les citoyens, les entreprises, les associations, comme vous le faites avec Respect Océan, accélérer l'appropriation d'aptitudes plus vertueuses. Alors voilà, je vous évoquais, je vous parlais de Françoise et de tout à l'heure, mais il y a également donc Jean-Louis, Rachel, qui avait initié il y a quelques années le programme Eau d'Océan, soutenant l'idée que il y avait 2 poumons sur la planète, un poumon bleu, un poumon vert. Gillian Stone, un petit camarade avec lequel j'ai partagé beaucoup d'aventures jusqu'à présent, qui est l'un des cofondateurs du réseau Econav, et qui préside aujourd'hui l'association Innovation Bleue que nous avons créée ensemble. Et c'est avec lui que nous portions le projet de navire du futur, de voilier du futur. Lorenzo Arduino, qui fait un stage actuellement à nos côtés, qui a fait Dauphine et qui est particulièrement actif à nos côtés pour mobiliser, pour développer les actions citoyennes, animer les réseaux sociaux, etc. Claire Jouette, qui a fait sa carrière comme dans l'événementiel, la communication, et qui nous apporte toutes ses compétences aujourd'hui aussi auprès des recherches de partenaires, mais dans le développement aussi de nos actions. Et Pierre Giboire, qui préside Mère et Médias et qui nous apporte son soutien aussi depuis le départ. Voilà les actions que nous avons montées jusqu'au départ. Je ne reviendrai pas sur la plupart d'entre elles, à souligner toutefois que Surfrider nous avait gentiment invités à participer au G7 organisé en marge du G7 à Biarritz l'été dernier. Et j'en profite au passage, et je ne sais pas s'ils sont à l'écoute, mais Antidia Citores m'a adressé l'information. Surfrider vient de signer un partenariat pour la création d'un label du shipping, pour le transport maritime. Et vraiment, c'est l'aboutissement d'une collaboration avec Armateurs de France qui est absolument formidable. Et puis, alors, 2 événements absolument, un événement capital à la fin de l'année dernière. Nous avons réussi à convaincre le président de la République que la France porte officiellement cette notion, reconnaisse que l'océan est un bien commun de l'humanité. Et le président de la République, aux Assises de l'économie de la mer, au mois de décembre, a même disserté plusieurs minutes sur l'océan qui était un bien commun, qui est un bien commun. Le gros avantage que ça a, une fois que le président de la République a endossé cette notion, c'est que c'est la feuille de route de la diplomatie française, et donc notamment l'ambassadeur, on va dire toutes les parties prenantes de l'administration française dans les grandes conférences internationales, que ce soit au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'écologie, ont aujourd'hui cette feuille de route que l'océan est un bien commun et que la France doit promouvoir cette notion-là. Ce qu'elle fait aujourd'hui au niveau européen, parce que comme vous le savez sans doute, au niveau européen, la France ne négocie pas, au niveau international, la France ne négocie pas, c'est l'Europe qui négocie. Donc nous avions un certain nombre de rendez-vous dans l'année pour promouvoir la notion dans les grandes conférences internationales. Je ne vais pas revenir dessus, le détail, puisqu'elles ont toutes été soit déplacées, soit annulées, etc. Mais nous en avons toujours l'ambition. Et pour finir, je voudrais évoquer un événement que nous devions lancer aussi là dans les semaines, on devait le lancer ce mois d'avril et notamment au mois de mai, juin, etc. y à suivre, pour arriver à mobiliser dans cet objectif à la fois de mobilisation des citoyens, de la société civile, des territoires aussi, mobilisation des entreprises, et avec le double objectif aussi de valoriser les acteurs locaux, les associations locales, voire même de les aider à trouver des partenariats financiers. Nous avons imaginé cette nage pour l'océan. Et il y en a déjà plusieurs en préparation. Alors elles sont suspendues parce que, compte tenu du contexte de la crise, mais nous espérons bien les développer.
Et du reste, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes invités localement à mobiliser la collectivité territoriale locale, les partenaires locaux pour organiser une nage avec l'idée de collecter. Je nage 100 mètres et je collecte de quoi soutenir, pourquoi pas, Respect Océan. Hein, ça, voilà, on pourra organiser une nage avec Respect Océan. Et voilà, et puis soutenir aussi l'action d'Océan Bien Commun. Voilà, j'ai terminé le panorama des événements à venir. Pour l'instant est un peu remis en question, mais vous avez compris qu'on est parti pour quelques années de mobilisation, et on a besoin absolument du relais de tous. Et pour finir, j'ai mis cette image. Alors ça, c'est le bateau avec lequel j'ai accompli mon premier Vendée Globe et que mon mari a repris, il a racheté à l'état d'épave. Hein, il a recyclé le Cigare Rouge. Il a couru la route du Rhum l'année dernière avec. Il m'avait gentiment proposé de l'utiliser comme ambassadeur de l'océan Bien commun de l'humanité. Regardez comme notre logo resplendit dans cette voile. Et ce bateau, j'espère, va bientôt reprendre la mer pour porter encore ce message. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis je suis prête à répondre à vos questions si j'en suis capable. Merci. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Donc, on a effectivement déjà reçu quelques questions. Je rebondis donc sur l'une de tes dernières diapositives. Il y a un participant qui nous demande si le projet Voilier du futur est toujours d'actualité. Alors, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'avec Julia, nous avions un peu essuyé les plâtres. On était probablement, nous sommes arrivés sans doute un peu tôt. Et en fait, Voilier du futur avait pour ambition d'agréger, enfin de fédérer des porteurs de solutions. Parce que moi, je le voyais bien, puisque j'avais tenté déjà auparavant de construire. Quand j'ai arrêté la course au large, je voulais vraiment faire un bateau qui réduise son impact. Je me suis posé la question, me sentant moi-même responsable, comment je peux essayer d'agir dans la filière qui est la mienne. Et voilà. Et j'ai bien vu très rapidement qu'il y avait pas mal d'innovations qui restaient dans les tiroirs, faute de trouver des financements, etc. Et du coup, répondant à l'appel à projet de l'ADEME au moment juste après le Grenelle de la mer, Navire du futur, nous avons déposé ce projet qui fédérait 15 entreprises et 5 centres de recherche. Et elle portait toute une vingtaine d'innovations. Donc le projet en lui-même n'a pas abouti, c'est-à-dire que nous n'avons pas construit non seulement le bateau, mais on nous avait demandé carrément une flotte, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment il y avait un modèle économique pour chacune des innovations, mais voilà, c'était encore très très ambitieux. Mais en revanche, ça n'a pas abouti, je peux vous expliquer pourquoi, mais en revanche, quasiment toutes les innovations ont vu ou sont en train de voir le jour, puisqu'il y avait des projets développés autour des matériaux biosourcés, il y avait cette aile rigide développée par Mark Van Petegem pour la Coupe de l'América et qui demain, j'espère, verra son développement sur le premier cargo à voile du futur, le projet Canopée, hein, développé avec Zéphyr et Boré. Ces ailes qui sont déjà sur Energy Observer. Voilà, il y avait tout un tas de projets autour de l'énergie, notamment avec Yannick Bestaven et son hydrogénérateur, etc. Donc le projet en lui-même, bon, les conditions de remboursement, c'est un peu compliqué, hein, les appels à projets dans le plan d'investissement d'avenir. Les conditions de remboursement des aides, des avances remboursables étaient pas tenables pour les entreprises. On a essayé de négocier quelques mois et puis finalement il y a un acteur qui est sorti de la boucle, mais voilà, donc je pense qu'au moins il aura montré la voie. Voilà, c'est un projet qui aura montré la voie. Merci beaucoup. Donc une deuxième question, à combien de signataires êtes-vous arrivé avec l'appel? Est-ce qu'il y a des collectivités locales et notamment des conseils régionaux qui sont signataires pour le moment? C'est une bonne question. Alors, je n'ai pas regardé avant, je crois qu'on était à 7500 à peu près. Je pourrais regarder là pendant qu'on parle, mais c'est une bonne question des appels des régions, des collectivités territoriales, pas à ma connaissance.
aujourd'hui. Mais en fait, comme nous nous sommes beaucoup mobilisés sur le terrain et sur la partie politique, c'est vrai qu'on doit absolument voilà, motiver plus de signataires. Et moi, je pense que si des collectivités territoriales ont envie de nous suivre, je pense que le mieux, ce serait au travers de cette nage pour l'océan bien commun de l'humanité. Il y a certainement des choses à développer. Alors, bien évidemment, avec les règles qui font suite au confinement, ça peut s'incarner dans d'autres supports que la nage, puisque certains, notamment avec le réseau d'écoles formatives Network, hein, qui est l'un de nos partenaires d'origine, et je sais que certains membres sont à l'écoute. Les écoles, il y a plusieurs écoles qui ont décidé d'organiser une nage, et elles l'organisent aussi avec les acteurs locaux. Je sais que certains à Nantes ont l'intention de nous suivre. Ce sont les régates de l'Erdre. Ça ne doit pas être le titre, les régates de l'Erdre. En tous les cas, ce sont ces régates de Youl de Bantry qui ont décidé de nous soutenir et de ramer, non pas de nager. Voilà. Et puis, moi, je prépare un défi avec une autre navigatrice à la voile avec Marie Tabarly, un défi de notre beau cigare rouge face au bateau mythique d'Éric Tabarly, son papa, le Benwick 6. Voilà. Donc, pour répondre à la question, je ne crois pas qu'il y ait des collectivités, mais nous nous réjouirons de les accueillir. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une toute autre question. Donc, au sujet du sujet justement que tu as soulevé concernant la route de la soie, et la participante se demande si la France ou même l'Europe peuvent avoir un impact face aux superpuissances telles que la Chine, les États-Unis ou encore la Russie dans ce débat-là et sur ce sujet-là. Ben, je pense qu'on a collectivement à nous mobiliser. Alors, il ne faut pas forcément faire de l'anti-Chine, hein. C'est pas le but du jeu, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à nouer avec les Chinois qui ont bien compris du reste, hein, tout ce qu'ils avaient à gagner, à investir sur la mer. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, j'ai fait un déplacement avec le Parlement européen en Guinée-Bissau, parce que vous savez que l'Europe, l'Union européenne signe des accords de pêche avec beaucoup de pays à travers le monde, et beaucoup de pays, notamment africains. Et donc, j'ai été en Guinée pour aller voir un petit peu comment, en contrepartie de l'autorisation de pêcher dans les eaux territoriales bissau-guinéennes, l'Europe donne des sous et comment est utilisé ce budget-là. Et j'ai été terriblement frappée parce que, comme vous savez, la Chine est très, très présente dans tous les pays africains. Et en fait, elle valorise terriblement tout ce qu'elle fait. La problématique, c'est pas tant qu'elle soit présente, c'est que comparativement, l'Union européenne ou les États membres, comme la France, ne valorisent pas forcément leur partenariat avec ces États. Il a fallu que je cherche pour trouver un petit macaron de l'Union européenne quand j'ai visité le port de pêche. Tous les bâtiments étaient construits avec l'argent de l'Union européenne. En revanche, le port que les Chinois sont en train de construire était totalement valorisé. Il y avait des grands panneaux, tout écrit en chinois, donc c'est assez hallucinant. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais le vrai sujet, c'est d'avoir. Moi, je suis absolument convaincue, et c'est tout le sens de mon engagement comme député européen aujourd'hui, que l'Europe renaîtra aussi de l'océan et que l'Europe doit investir tout le potentiel formidable qu'elle a avec l'océan, et que nous devons nouer des coalitions au sein de l'Europe, ou en tous les cas que tous les pays qui ont une vraie dimension maritime, mais même les autres, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de frontières maritimes qu'on n'est pas connecté à l'océan, hein, on le sait bien, c'est la moitié de l'oxygène de l'atmosphère, et les pays qui sont à l'intérieur du continent ont un impact, et puis bon, il y a tout un tas d'autres sujets. Donc il faut, et ça c'est un des sujets sur lesquels je travaille, arriver à regarder nouer des alliances. Je pense que
par exemple, le Portugal aujourd'hui est de plus en plus investi. Le Portugal a compris qu'il avait un avenir avec la mer, comme il a eu dans son histoire une histoire avec la mer. Le Portugal a un avenir avec la mer et je pense que voilà, ce qui est très inquiétant aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est plus global. Quand on voit les Chinois investir dans des ports grecs ou italiens, etc., ou même dans des grands chantiers comme Fincantieri, je pense que ça interpelle beaucoup. Donc voilà, moi je suis en train de réfléchir aujourd'hui sur l'Europe d'après la crise et je pense qu'on a à renforcer le leadership européen et notamment sur les questions océans. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais vraiment répondu à la question parce que c'est un sujet tellement ample, mais en tous les cas, la France s'emploie aussi sur ce sujet. Merci beaucoup, Catherine. Donc, on va revenir aux signataires. Et on a une participante qui t'informe qu'elle vient de signer en direct et qu'elle est donc la 7522e personne. Donc, combien de signatures faudrait-il pour que l'appel parvienne à faire évoluer le droit maritime international, pour faire évoluer le droit maritime international, à ton avis? Alors, je ne pense pas qu'on puisse directement traduire, se dire il nous en faut X centaines de milliers ou X millions pour dire que ça va changer le droit maritime parce qu'on n'attend pas qu'il y en ait des centaines de milliers pour malgré tout être actif. Et notamment, moi en ce moment auprès de la Commission européenne et auprès des États membres, etc., ou dans les grandes conférences internationales. Mais il est sûr aujourd'hui que de faire du nombre, et je pense que de marquer le soutien au travers de la signature de la peine, mais aussi au travers de la nage que nous organiserons demain, ça peut véritablement aider. Aujourd'hui, c'est voilà. Alors, on souhaite mobiliser s'il y avait qu'on appelle les influenceurs sur les réseaux sociaux, puisque c'est comme ça que ça marche aussi aujourd'hui, ce serait formidable. Je pense qu'il faudrait, bon, ce serait bien qu'on touche au moins les 500 000 ou le million de signataires, mais la question, c'est pas uniquement en France. Vous avez bien compris que notre enjeu, c'est aussi de faire partager cette notion par toutes les cultures, dans tous les pays du monde et par toutes les cultures. Et du reste, ce qui a été très intéressant l'année dernière, c'est que Françoise Gaille nous avait organisé un séminaire avec le CNRS sur l'océan bien commun pour réfléchir justement comment faire partager, quelles sont les conditions. C'est amusant parce que les conditions pour faire comprendre, faire comprendre cette notion à tout un chacun, quelle que soit la culture. Il y a des cultures, notamment polynésiennes, qui ont un rapport avec l'océan souvent plus développé que nous, que le nôtre, et qui n'exprimeront peut-être pas la chose de la même manière, ne serait-ce qu'en tentant de traduire au sein bien commun de l'humanité en anglais. Je ne parle que de l'anglais. On rencontre déjà des difficultés. On l'a traduit par The Common Good of Humanity ou Common Good of Mankind. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la traduction, mais ça pose Voilà, ce qui est essentiel, c'est que ce soit partagé. Alors, ce qui est très intéressant avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est que la notion de bien commun est en train véritablement de revenir dans le paysage. Elle est régulièrement évoquée dans les discours des ministres. Au passage, je le dis, mais l'océan comme un bien commun a déjà été dans la bouche de pas mal de ministres, de la recherche, des affaires étrangères ou de l'environnement. Mais le bien commun est régulièrement évoqué, y compris quand la santé est un bien commun. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de préserver à la fois individuellement et collectivement ce bien commun. C'est ça qui est intéressant. Moi, si je dois retenir une leçon, si je pense qu'on a une leçon à retenir de la crise que nous traversons, c'est qu'elle remobilise cette responsabilité individuelle et collective et qu'elle doit remettre les biens communs. Il nous faut collectivement les préserver. Donc voilà, en répondant à la question, je ne sais même plus quelle était la question. D'accord. C'est pas très grave. Moi, je vais rebondir sur une partie de la réponse que tu viens de faire et qui expliquait justement que le but, c'est que ça dépasse les frontières.
Et donc, du coup, on a une question qui va dans ce sens-là et qui demande justement quelle est la sensibilité des autres pays, notamment européens, sur cette reconnaissance d'océans bien communs. Alors, en fait, les gens s'interrogent parce que d'abord, ils font souvent il y a une petite confusion avec le patrimoine commun qui, lui, a une définition juridique. Du reste, qui était euh, notre ambition, que je sois claire, n'est pas de remettre en cause la Convention internationale du droit de la mer, mais de la compléter, en fait, d'en avoir une nouvelle lecture pour reprendre des mots qu'emploierait Jean-Louis Fillon ou Audrey Blier, ou même Élie Germache aussi, qui est quelqu'un qui nous accompagne beaucoup, Élie qui a vécu cette époque-là, de la création, de la rédaction de la Convention internationale du droit de la mer. Pour répondre à la question, moi j'utilise un petit peu tous les moyens qui sont à ma disposition, c'est-à-dire que j'ai réussi de manière incroyable dans 2 résolutions, j'ai amendé les textes, les résolutions du Parlement européen, j'ai amendé les textes, j'essaie de faire monter le niveau de l'eau salée dans le Parlement et à la Commission. Et en fait, c'est passé dans un des textes que nous avons signé sur la biodiversité au mois de décembre. Je pense que les parlementaires n'ont pas forcément bien saisi ce qu'ils étaient en train de signer, mais n'empêche que ça a été partagé, que l'océan était un bien commun. C'est dans le texte d'une résolution, donc c'est formidable. En revanche, ça n'est pas passé dans une autre résolution que nous avons votée sur la COP25, sur la COP climat. J'ai identifié avec le ministre portugais de la mer, nous devions organiser dans le cadre de la conférence The Ocean à Lisbonne début juin, une conférence de l'Union européenne, du Parlement. Enfin, j'avais réussi à convaincre qu'on fasse, que toutes les institutions européennes se mobilisent. Nous devions organiser une conférence et c'était l'opportunité pour identifier quels sont les autres États qui, en dehors de la France, du Portugal, peuvent se mobiliser. Alors, de ce que m'a dit le ministre portugais, lui, il voit bien la Suède, l'Irlande, la Grèce aussi se mobiliser sur ces sujets-là. Je suis aussi membre de 2 intergroupes. Et le gros avantage des intergroupes, c'est qu'ils sont donc multigroupes politiques et que nous devions organiser la mi-mai une conférence sur la gouvernance de l'océan et évoquer donc le bien commun. On ne l'a pas fait, mais là ce matin j'avais un webinaire aussi, une web conférence où j'ai pu évoquer cette notion. Elle prend bien, en fait, pour répondre à la question, la notion, elle prend bien. Est-ce que nous avons en général, de la part aussi bien des députés européens que je croise que du grand public, mais comment se fait-il? Ça n'est pas déjà le cas, l'océan n'est pas déjà un bien commun. En fait, puisque nous ne recherchons pas à en faire un instrument juridique à ce stade, parce que je pense que ce qu'on nous dit, c'est que ça ne fonctionnerait pas, enfin, ce serait un peu voué à l'échec. Pour l'instant, c'est plutôt une notion morale que nous essayons de promouvoir. Et elle est forcément partagée. Après, il peut y avoir des inquiétudes, quelle implication ça peut avoir sur un territoire. Et là, nous y réfléchissons, et notamment, on commence à y réfléchir aussi avec des acteurs économiques. Pour moi, de dire demain, de reconnaître que l'océan est un bien commun, c'est non seulement mettre la responsabilité individuelle et collective au-dessus des autres notions de droit souverain ou de liberté, mais c'est mettre en amont la démarche de durabilité, enfin le développement durable, de considérer que c'est un axiome de base, de départ. Et tout à l'heure, Raphaëla évoquait les objectifs du développement durable. Pour moi, il faut impérativement qu'on s'appuie sur cette formidable grille de lecture universelle de la mise en œuvre du développement durable. Si demain, si on veut atteindre tous les objectifs qui sont évoqués dans les 17 ODD, il ne faut pas uniquement les voir comme des objectifs à atteindre, mais carrément comme une colonne vertébrale très riche à intégrer dans les politiques publiques.
Et cette idée-là, je suis ravie parce que j'ai réussi à la faire partager à ma délégation française dans mon groupe Renew au Parlement européen. Je ne m'attendais pas à ce que les ODD soient forcément partagés par tous. Eh bien, ils le sont. Et tous sont en train de faire l'exercice que je leur ai proposé, justement de décliner pour celui qui va suivre la politique agricole commune, comme pour celle qui s'occupe des accords commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde, de les mettre en regard des ODD, de les mettre aussi en regard des valeurs et des principes qui sont ceux de l'Union européenne, auxquels moi j'ai rajouté la responsabilité individuelle et collective. Voilà. Donc on aura peut-être l'occasion une autre fois d'en reparler ensemble, mais je pense que le monde de demain il faut demain, quand on va se déconfiner, poursuivre cette démarche que nous avons eue, chacun d'entre nous, de faire attention à notre entourage, de faire attention aux autres, de nous auto-discipliner. Je pense que la responsabilité n'est pas que celle des États, pas que celle des entreprises, pas que celle de l'Europe, etc. Elle est aussi notre propre responsabilité. Merci pour ce beau plaidoyer sur les ODD notamment, puisqu'on partage cette vision du rôle des objectifs du développement durable. On aura notamment d'ailleurs un autre webinaire en préparation sur l'ODD 14 avec le ministère et la Fondation de la Mer. Ce sera très probablement le 29 septembre, donc à la rentrée. Je reviens donc au sujet d'aujourd'hui, qui est un peu dans la continuité de la dernière question qui a été posée, Catherine. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont similaires dans d'autres pays? Et si oui, les connaissez-vous? Et est-ce qu'il est possible, selon toi, d'envisager une action de mobilisation globale et mondiale? Alors, il y a des initiatives qui ne sont pas forcément très éloignées, comme vous connaissez celle qui a été prise en Nouvelle-Zélande de considérer qu'une rivière est une personnalité, enfin, il y a les mêmes droits qu'un individu. Et puis, j'ai une de mes collègues de notre groupe qui, pas plus tard qu'hier, amendant un texte sur les forêts. On travaille sur la déforestation et comment lutter contre la déforestation dans plusieurs des commissions parlementaires au Parlement européen. Et elle a amendé le texte en demandant la reconnaissance des forêts comme donnant un statut de droit de l'homme, enfin plaçant les forêts sous le statut des droits de l'homme. Alors là, j'avoue que je manque de compétences juridiques pour rebondir, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que, comme diraient eux, de remettre les droits humains, se réinterroger sur les droits humains, ça fait vraiment partie en fait d'une démarche, on va dire, un peu globale sur différents sujets. Donc oui, il y a des propositions aussi, je crois, je ne sais plus si c'était Greenpeace ou WWF, d'avoir éventuellement, comment ont-ils appelé ça, une déclaration universelle de l'océan bien commun. Et je pense que voilà, il faut saisir, bien évidemment, toutes ces démarches vont un peu dans le même sens. Et on va dire, ce sont des expressions d'une même ambition, quoi. Je pense véritablement qu'au regard, et peut-être en guise de conclusion, mais au regard de tous les services que nous rend l'océan, de pouvoir de dire mais préservons-le, reconnaissons qu'il n'y aura pas d'avenir avec l'océan si nous n'en prenons pas soin, et que ça ne concerne pas uniquement les citoyens qui vivent de l'océan, sur l'océan, au bord de l'océan, mais que ça concerne aussi, si on remonte le bassin versant, tous les citoyens de la planète, du sommet de la montagne jusqu'à la haute mer. Merci beaucoup. On va encore poser 2 questions et on est navré parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions et qu'on ne pourra malheureusement pas toutes les poser, il y en a beaucoup trop. Donc, vous pouvez dès à présent arrêter d'envoyer des questions, de nouvelles questions, on n'aura malheureusement pas le temps de les poser. Donc, je pose encore 2 questions. Quel niveau de protection ce nouveau statut apporterait à l'océan?
et qui mettrait en œuvre ce nouveau statut. J'ai bien dit que ce n'était pas un statut juridique, hein. Donc, l'idée, c'est… Mais là, il me manque mes petits camarades qui diraient les choses mieux que moi. Mais l'idée, ce serait véritablement de réinterroger le droit de la mer en disant aux États, certes, vous avez, enfin, la Convention de Montego Bay vous a donné des droits souverains, mais qui ne vous dédouanent pas de la responsabilité que vous avez au regard des écosystèmes marins que vous utilisez. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, notre ambition, ce serait la fenêtre de tir qu'on vise pour l'instant, dans le cadre de la négociation sur la haute mer, c'est d'intégrer cette notion-là dans le préambule du futur accord. De la même manière qu'avec la plateforme Océan et Climat, nous avions réussi à faire intégrer le mot océan, les écosystèmes marins dans le préambule de l'accord de Paris, ça a eu un effet absolument formidable. Et pourtant, ça n'était que le préambule de l'accord de Paris. Ça a eu beaucoup d'effets. Derrière, il y a eu une mobilisation. Et puis derrière, on a pu, on a sollicité, on a incité pour qu'il y ait un rapport spécial du GIEC, etc. Sur l'océan. Il y a eu ce rapport spécial sur l'océan et cryosphère. C'est un peu la même démarche que nous poursuivons. Et je pense qu'elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde aujourd'hui dit, tout le monde mène des activités dans une démarche de développement durable. Tout le monde a ce mot à la bouche. Mais c'est une case que l'on veut cocher, que l'on vérifie d'avoir coché in fine, alors que ça doit être une case, ça doit être un axiome de base, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, et puis la crise du Covid le montre, il faut véritablement que ce soit équilibré sur les trois piliers, pas plus déséquilibré sur le pilier social que sur le pilier environnemental, par exemple, ou le pilier même économique. Voilà, il faut repenser. Alors je pense aussi, mais là je fais une petite parenthèse, que la crise, elle nous apprend aussi beaucoup de choses, un peu plus je pense qu'on aurait besoin de ralentir. Les armateurs de France aujourd'hui essaient de promouvoir l'idée de réduire la vitesse des navires. C'est une initiative que moi j'essaie de promouvoir au niveau européen. J'espère qu'avec la crise, on va ralentir. Je pense qu'il faut plus de sobriété. Ce matin, c'était intéressant parce que la webconférence à laquelle je participais concernait le développement, comment faire pour développer un tourisme durable sur les îles en Méditerranée, qui subitement subissent des pressions formidables l'été, etc. Typiquement, si l'océan est reconnu comme un bien commun de l'humanité, on ne s'intéressera pas uniquement à l'aspect terrestre de ce qui se passe sur ces îles. Les collectivités territoriales auront aussi à gérer leur espace économique et à gérer la problématique d'impact sur l'océan qui est tout aussi grande. Et moi, j'étais très étonnée parce que l'océan n'était pas du tout mentionné dans le travail. L'initiative s'intitule The Blue Island Project. C'est un projet financé par Interreg, qui implique plusieurs États européens. Et en fait, la mer est à peine évoquée. Si on va ramasser les déchets sur la plage, c'est la première phase de la mission, et on les caractérise. Mais la compréhension qu'on a que ces déchets viennent peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, etc., que donc il faut répondre à la fois localement, mais aussi globalement à la problématique. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup une ambition de sensibilisation forte, et que l'ODD 14, qui est cet ODD qui nous concerne parce que c'est celui de l'océan, il n'est pas il faut absolument l'appréhender en relation avec tous les autres ODD avec lesquels il est en lien, quoi. Merci Catherine. Donc une dernière question qui servira de conclusion, je pense, à nos échanges d'aujourd'hui. Donc les avancées depuis la COP 21 en faveur de la protection de l'océan.
risque-t-elle de régresser après la crise Covid et le déploiement de l'appel pour un océan bien commun? Et n'est-il pas encore plus urgent pour garder les océans au cœur des priorités dans le débat sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité? Grande question. Oui, grande question. Moi, ce que je constate, c'est que la communauté océan, depuis la COP 21, où nous avions créé la plateforme Océan et Climat, cette communauté, elle s'est terriblement agrandie, qu'il y a énormément d'acteurs. Bien évidemment, la plateforme aujourd'hui et Respect Océan fait partie, comme Innovation Bleue font partie, comme l'Institut français de la mer sont membres de la plateforme. La plateforme réalise un travail absolument formidable pour promouvoir toujours cette idée que l'océan non seulement participe à l'équilibre du climat, mais fait partie de la solution. Et donc il va falloir. Il est vrai qu'à un moment, on a un petit peu pu craindre, avec cette arrivée brutale de la crise sanitaire, que les questions à la fois climatiques et biodiversité soient remises un peu à plus tard. Et c'est une crainte qu'on a eue aussi dans les institutions de l'Union européenne, parce que l'Union s'est donné comme objectif, comme feuille de route, le Green Deal, le pacte vert, que j'essaie de faire aussi un pacte bleu. Et on s'est dit, tout ça, ça va être remisé. Et finalement, enfin, et grâce à l'éclairage des scientifiques, on se rend bien compte que cette crise sanitaire est liée à la crise environnementale, la perte de biodiversité. Je ne vais pas vous refaire le couplet que vous connaissez par cœur, et à la crise climatique. Et que donc, il est impératif d'arriver à répondre à toutes ces crises en même temps. D'où le grand intérêt de s'approprier, de suivre, de prendre les ODD comme colonne vertébrale des politiques publiques. Et aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de pousser, mais on est très nombreux. D'abord, tout le réseau des Friends for Ocean est en train de travailler pour nourrir les engagements des États dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça, c'est un travail absolument formidable qu'ils réalisent. Moi, j'en ai vu certains à la COP 25 à Madrid, et vous n'imaginez pas l'énergie qui est déployée à travers le monde par tous ces acteurs. Moi, je trouve ça absolument formidable. Et donc, ils continuent leur travail. Voilà, même si ça ne fait pas la une des journaux. Moi, je sais que je vais beaucoup me mobiliser sur non seulement l'Europe d'après, mais l'Europe et le monde maritime d'après. La France aujourd'hui travaille, du reste, sur la France d'après, et qu'est-ce que ça implique aussi pour les acteurs du maritime, qui sont très impactés par la crise. Je pense que s'il y a une chose, à mon avis, à retenir de tout ça, c'est que, je reprendrai une expression d'Isabelle Autissier, il ne peut pas y avoir d'humanité en bonne santé sur une planète malade. Et l'océan, c'est 71% de cette planète. Donc, on a impérativement besoin que notre océan soit en bonne santé. Je pense que plus que jamais, l'océan doit faire entendre sa voix dans les mois qui viennent. Et je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement aussi, notamment avec tous ceux qui vont être impactés. On parlait de tourisme ce matin dans ma webconférence. Le tourisme, c'est quand même le tourisme lié à la mer, c'est la moitié des emplois des zones littorales en France. C'est la moitié du chiffre d'affaires aussi des territoires littoraux. Donc, saisir l'opportunité, cette crise comme une opportunité, et apprendre comme le marin fait avec l'océan. Il doit composer avec, il ne doit pas lutter contre, il doit composer avec. Il faut s'adapter, il faut un peu plus d'humilité face à la nature, et un peu plus d'harmonie. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. On te remercie énormément donc, pour ta disponibilité, d'avoir présenté cette initiative que tu portes avec d'autres acteurs.